Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue à l'événement officiel du forum sur le bien-être des adolescents. Je m'appelle Mira Trali et c'est un véritable plaisir pour moi de modérer cette session qui est consacrée aux jeunes. La génération actuelle des jeunes est la plus importante de toute l'histoire. Il y a 1,8 milliard de personnes entre 10 et 24 ans et cela représente plus de 20% de la population mondiale. Et pourtant, la communauté mondiale a prêté peu d'attention à la nature multidimensionnelle et intersectionnelle du bien-être des adolescents et de l'importance de la transition vers l'âge adulte. Trop souvent, on a supposé que tant qu'une jeune personne reçoit une éducation formelle et l'accès à la santé, leur bien-être coule de source. Vous serez surpris de savoir que près de 4000 adolescents meurent tous les jours de maladies ou de situations évitables. Afin de promouvoir les efforts pour promouvoir le bien-être des jeunes ont été entrepris par différents secteurs et parfois on perd de vue l'objectif qui est de promouvoir le bien-être des adolescents. La COVID-19 nous a rappelé que les inégalités du monde perdurent et que de nombreux adolescents ont expérimenté des perturbations dans leur éducation et dans leur santé, qu'ils n'ont pas eu accès à tous les services. Et la pandémie a exacerbé ces inégalités qui existaient avant. Il est important que toutes les politiques et les programmes concernent les besoins des adolescents. L'OMS et le PMNCH, en collaboration avec les partenaires H6+, vont se concerter entre juin et août 2021. Il est important de résoudre les besoins, d'adresser ces questions. Au cours de cet événement, nous allons voir quels sont les besoins, les lacunes que nous avons identifiées et quelles sont les recommandations pour y remédier et pour prendre soin du bien-être des adolescents. Dans ce débat d'aujourd'hui, il est absolument important de se rappeler que les adolescents, les jeunes et les organisations menées par les jeunes sont au cœur de cette initiative. Les jeunes, la génération des ODD doit mener ce mouvement. Elle doit exiger des investissements durables et elle doit créer un environnement favorable pour qu'ils atteignent leur plein potentiel. J'aimerais vous rappeler 3 recommandations clés dans l'appel à l'action pour les adolescents. Premièrement, impliquer et autonomiser les jeunes. 2, aller au-delà du secteur de la santé et avoir une réponse multisectorielle. Et 3, soutenir les adolescents et les jeunes dans le Forum mondial des adolescents en 2022. En outre, j'aimerais également partager avec vous la question de la campagne mondiale sociale, qui est un mouvement mené par les jeunes et qui souligne l'importance d'une approche holistique à l'égard du bien-être des adolescents. Nous remercions les agences des Nations Unies qui nous soutiennent dans cet effort afin de mobiliser cet appel à l'action pour les adolescents. Vous pouvez consulter le site adolescent.30.org pour plus d'informations et utiliser l'hashtag adolescent 2030 pour montrer votre solidarité, ainsi que le hashtag ECOSOC pour insister sur votre message concernant le forum. Au début de ce séminaire aujourd'hui, j'aimerais inviter Anshu du PMNCH qui va nous parler du bien-être des adolescents en soulignant les priorités et en nous montrant quels sont les résultats de leur rapport. Anshu, vous avez la parole. Merci Mirette, c'est un véritable plaisir de participer à cette réunion qui est une réunion parallèle du forum des jeunes.
Comme l'a déjà dit Mirette, nous avons lancé cet appel à l'action pour les adolescents en 2019. Elle en a souligné les 3 recommandations. La première, c'est impliquer et autonomiser les adolescents. Deuxièmement, aller au-delà du secteur de la santé en lançant une réponse multisectorielle puissante. Et troisièmement, renforcer l'engagement politique et le financement à travers le Forum mondial pour les adolescents en 2023. Comme vous le voyez, le cadre conceptuel qui a été publié en 2020 souligne les définitions de bien-être pour adolescents. Et c'est là que peuvent s'épanouir les enfants, les adolescents et peuvent atteindre leur plein potentiel. Il y a 5 domaines interliés. Les 5 domaines essentiels sont tout d'abord une bonne santé et une alimentation optimale. Deuxièmement, la connexion et les valeurs positives, la contribution à la société. Ensuite, nous avons la sécurité et un environnement favorable. Quatrièmement, l'apprentissage et les compétences, l'éducation, les savoir-faire, aptitudes et employabilité. Et le dernier point, c'est l'agence et la résilience. L'OMS et le PMNCH a accordé son soutien en commençant en avril 2019 avec un appel à l'action pour les adolescents. Cela a été suivi de 9 consultations mondiales et régionales en 2020. Ensuite, une déclaration a été publiée à l'appui de cet appel à l'action. Il a été publié par la BMJ avec 32 co-auteurs en 2021 et finalement ce travail sera couronné par un sommet, le Forum mondial pour les adolescents entre septembre et novembre 2021. Les consultations multipartites organisées dans 6 régions en 2021 avaient pour objectif d'obtenir un accord large sur les politiques et les programmations pour promouvoir le bien-être des adolescents. Il y avait 4 questions. Pourquoi est-ce que les gouvernements nationaux et locaux, les ONG et d'autres devraient investir dans le bien-être des adolescents? Deuxièmement, quelles politiques fondées sur les faits et les programmes sont nécessaires pour promouvoir le bien-être des adolescents au niveau mondial et dans différents contextes? Troisièmement, quelles sont les lacunes les plus importantes dans lesquelles les pays et d'autres parties prenantes doivent prendre des engagements au Forum mondial des adolescents en 2023? Et finalement, comment mettre à jour l'action accélérée mondiale pour la santé des adolescents? Afin de pouvoir étayer d'informations les consultations, avec 18 partenaires, nous avons défini 15 documents de base concernant les 5 domaines concernés, en plus de la technologie numérique et les contextes humanitaires et fragiles. Ces documents seront publiés comme une collection au BMJ et lancée à l'Assemblée générale de 2022. Les consultations ont été coordonnées et accueillies par les différents bureaux régionaux de l'OMS avec le soutien du PMNCH, l'UNFPA, l'UNESCO et UNICEF. Et chaque consultation a été tenue tous les jours pendant plusieurs heures et plus de 1000 représentants invités de gouvernements nationaux et locaux, de réseaux de jeunes, d'agences des Nations Unies, d'ONG, d'associations, de professionnels de santé, d'académiciens, de donateurs et de fondations ont assisté à toutes ces consultations. Les bureaux régionaux vont publier des rapports régionaux individuels qui seront repris en tant qu'annexe dans le rapport mondial. Pourquoi est-ce que les gouvernements devraient investir dans le bien-être des adolescents? Eh bien, nous avons trouvé 6 raisons essentielles. Premièrement, la situation socio-économique. Deuxièmement, les droits humains et l'égalité de genre.
Il est également important d'examiner la question de la santé, l'alimentation et le bien-être, l'éducation et le bien-être des adolescents, également la connexion et les relations positives et finalement la stabilité politique et la sécurité. Donc, qu'est-ce qui est ressorti de ces réunions multipartites? Les consultations révèlent qu'il y a des lacunes dans le domaine des connaissances, des politiques, des stratégies et de la mise en œuvre des programmes. Et les résultats indiquent clairement que le bien-être des adolescents ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite et qu'on doit faire bien plus pour convaincre les décideurs du besoin d'avoir des investissements coordonnés dans les 5 domaines du cadre de bien-être des adolescents. Le rapport souligne 5 résultats clés dans la programmation pour promouvoir le bien-être des adolescents. On a besoin d'une bien plus forte coordination. Il faut qu'il y ait un engagement plus significatif des adolescents et des jeunes. Il faut générer l'information et les faits afin d'avoir un cas solide. On a besoin également de faire un suivi de l'efficacité et de l'impact des programmes pour les adolescents afin de rendre responsables les décideurs. Il faut éviter l'approche en silo, il faut renforcer les capacités pour améliorer les programmes pour les jeunes, y compris les services favorables pour les jeunes. Et finalement, il faut bien comprendre les technologies numériques pour résoudre la question de la fracture numérique qui laisse certains adolescents de côté. Quelles sont donc les recommandations qui émanent de ces consultations? Eh bien, le rapport définit des points importants pour les partenaires au niveau national et sous-national, y compris pour les gouvernements. Et dans ce forum, nous voulons vous entendre pour voir comment vous proposez de mener ces actions plus avant. Tout d'abord, plaider pour le bien-être des adolescents en utilisant une approche globale de toute la société et tout le gouvernement, étudier le statut actuel du bien-être des adolescents. Nous devons également revoir les politiques existantes et renforcer les stratégies ODD au niveau national. Il faut encourager les partenaires également pour qu'ils appuient l'engagement des jeunes. Il faut également investir dans la technologie numérique, la rendre accessible, améliorer les services et l'information afin de promouvoir le bien-être des adolescents. Il y a également des recommandations au niveau mondial. Voici ces actions seront essentielles. Le PMNCH, l'OMS, l'initiative UN H6+, entreprendra ce travail de plaidoyer auprès des États membres pour renforcer, appuyer cet appel à l'action pour les adolescents, utiliser les moments clés de prise de décision, examiner les articles concernant les politiques et les programmes pour le bien-être des adolescents et ensuite documenter et diffuser des exemples fondés sur des faits. Ensuite, nous mettrons en œuvre la campagne #Adolescent 2030 afin de mobiliser les engagements de haut niveau, mobiliser des champions, y compris des champions de jeunes, qui ont une influence publique forte afin de pouvoir mettre en œuvre cet agenda. Il faut mettre en place une série d'indicateurs pour faire un suivi du bien-être des adolescents, développer encore plus l'existence du bien-être, de l'investissement pour le bien-être adolescent et renforcer la capacité des partenaires. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de souligner et de résumer ce qu'est le cadre de bien-être des adolescents et ce que nous espérons obtenir avec cet appel à l'action. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Anchou, pour cette présentation si complète. Nous abordons maintenant le panel. Nous avons des invités distingués qui vont partager avec nous leurs pensées, leurs opinions.
et qui vont nous parler de leur plan de développement dans les différents pays. Je donne la bienvenue au leader adolescent de l'Inde, Dr Zoé, commissaire du ministère de la Santé du gouvernement de l'Inde, Dr Mona Brohim, coordination des politiques d'engagement, coordinateur à l'université de Oxford, Johanna Herat, spécialiste de programme et leader d'équipe pour l'éducation complète à la sexualité. Et enfin et surtout, Eilo Otobo, conseiller pour le partenariat de la santé mondiale. C'est un plaisir de vous avoir tous. Shruti. La consultation qui a eu lieu l'an dernier s'est centrée sur les programmes pour le bien-être des adolescents. Dans le rapport, y a-t-il des recommandations que l'on peut soumettre au débat et que vous avez trouvées très percutantes? Merci pour cette question et cette opportunité que vous me donnez. Je suis de l'Inde, un pays où il y a une population, la population de jeunes la plus importante du monde. Et dans notre contexte, investir dans les jeunes et créer un environnement favorable est important afin qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. La pandémie COVID-19 les a affectés de façon dramatique. Elle a augmenté la fracture numérique et l'opportunité pour un grand nombre de continuer à apprendre. Le son, s'il vous plaît. Un grand nombre de ces jeunes ont perdu au cours de la pandémie certains membres de leur famille et il y a eu un impact en plus sur leur santé physique. La pandémie a augmenté les difficultés en matière d'accès à la santé que rencontrent les jeunes. Et tous les jeunes ont rencontré toute une pléthore de défis et il est important de faire des progrès dans ce domaine. Il est important que les progrès réalisés ces dernières années ne soient pas perdus et qu'on ne recule pas. Et les recommandations soulignées dans le rapport nous parlent de ces défis, de ces difficultés. Nous avons parcouru beaucoup de chemin, mais nous devons continuer à impliquer les jeunes, les considérer comme égaux, entendre leurs opinions, c'est quelque chose de crucial. Les adolescents de toutes les communautés, quel que soit leur contexte social ou éducatif, doivent pouvoir s'engager, s'impliquer de façon active dans les actions et la mise en œuvre. La participation des adolescents est souvent désorganisée et il leur est difficile de s'impliquer. On doit faire davantage d'efforts pour s'assurer qu'ils peuvent participer, qu'on leur donne le pouvoir pour participer. Une autre recommandation qui est importante pour moi, c'est la fracture numérique qui affecte la participation des jeunes. Pratiquement 60% de la population n'a pas accès, vit dans les campagnes, dans les zones rurales et n'ont pas d'accès au numérique. Et pour que les jeunes puissent participer, il est important de combler cette lacune, surtout pour ceux qui sont handicapés. Comme le dit le rapport, il est important que les jeunes puissent connaître les avantages et les inconvénients d'Internet. Il est important que même les groupes marginalisés aient accès à ces connaissances informatiques. Et donc, il est important de leur faire connaître les menaces. Nous avons besoin de politiques plus fortes afin de nous assurer que les adolescents savent comment utiliser les réseaux, les plateformes et il faut améliorer l'accès à l'information et aux services. Nous avons parcouru beaucoup de chemin, mais il reste énormément à faire. Merci. Merci beaucoup, Shruti.
pour ces réflexions inspirantes. J'aimerais demander maintenant au Dr Zoya, qui va nous présenter le point de vue du gouvernement, de nous parler des actions clés que les gouvernements peuvent prioriser au niveau des gouvernements. Donc, merci pour cette question. Nous avons 253 millions d'adolescents qui rencontrent un grand nombre de défis de toutes sortes. Et il est important de savoir qu'en 2014, afin d'assurer le développement holistique des adolescents, le gouvernement avait lancé un programme, le RKSK, qui élargissait le programme de santé initial qui était limité à la santé sexuelle et reproductive. Il comprend maintenant la nutrition, les maladies non transmissibles, l'usage de substances et il s'adresse aux adolescents où qu'ils soient, dans les écoles ou à leur domicile. Chaque recommandation de ce rapport est importante, bien entendu, pour les gouvernements et pas seulement en Inde. Mais le premier pas consiste à reconnaître que le bien-être des adolescents n'a pas une seule dimension, il est multidimensionnel. Et nous devons nous assurer que nous adoptions une approche holistique et pas uniquement basée sur la santé. Et ceci est un pilier clé pour tous les adolescents et importante dans cet appel à l'action. Il est important également d'examiner les besoins des adolescents dans les pays afin de nous assurer que les programmes, les politiques soient bien adaptés à leurs besoins et que nous puissions les aider à remédier aux difficultés qu'ils rencontrent dans nos pays. Et donc, en dépit de la charge sans précédent de la pandémie COVID-19, on doit s'assurer que les adolescents, que leur bien-être ne soit pas négligé et qu'ils aient accès aux services de base de santé. Même pendant les confinements, il a été important de s'assurer que l'on faisait participer les adolescents et que l'on comprenait leurs besoins en mettant en place des mécanismes, par exemple, pour leur permettre de partager leurs difficultés. Au cours du confinement, l'accès à des services matériels a augmenté et le gouvernement a soutenu les médecins, tous ceux qui faisaient des formations ou des informations sur les problèmes de santé rencontrés par les adolescents. Et donc, il est important de leur donner accès à ces services. Ensuite, il y a des interventions prévues dans les communautés et ceci a été très important au cours du confinement. Nous avons ajouté des prestataires de santé, nous avons renforcé leurs capacités, nous les avons formés par équipe sur la santé, l'assainissement et d'autres sujets semblables. Et donc ainsi, nous avons pu améliorer les résultats essentiels. Et il est très important pour nous de nous rappeler que il faut développer la stratégie pour les adolescents dans nos pays. Et avant de conclure, j'aimerais vous rappeler tous que nous devons nous rappeler que toutes les difficultés rencontrées par les adolescents sont semblables. Il est important que tous les adolescents atteignent les niveaux les plus élevés de bien-être et de santé. Je vous remercie infiniment. Merci, Dr Zoé, pour ces recommandations très inspirantes et émouvantes. Effectivement, l'approche holistique est critique. La voix des adolescents est absolument essentielle pour cela. Sur ces mots, j'aimerais demander au docteur Mouna, en tant qu'académicienne, nous souhaitons vous entendre à partir des résultats des consultations et tout particulièrement sur l'adolescence
le bien-être des adolescents. Que devons-nous faire en tant que communauté pour qu'il y ait davantage d'investissement dans le domaine du bien-être Merci, des Mirette. adolescents? Alors, commençons par ce que nous savons. Nous savons que 10 millions de filles sont encore plus forcées à se marier. Nous savons qu'il y a des effets qui exercent une pression sociale, notamment dans le cas de cette pandémie, et il y a un taux qui explose de faim chez les adolescents au cours des 2 dernières années depuis le début de la pandémie. Ce ne sont là que les vulnérabilités qui découlent de cette COVID-19. On sait plus que de 7 millions de jeunes de moins de 18 ans ont perdu un proche, et le premier ou même le second dans leur entourage. Et on sait que la sécurité et les infrastructures qui sont là pour protéger les adolescents sont fragmentées dans le sillage de cette pandémie. Voici pour les risques. Mais les jeunes, bien souvent, ne sont pas pris en compte, pas uniquement dans les plans de relève, mais également dans la CSU, l'accès aux services publics au sens large d'ailleurs. Cela a été révélé par les publications et les consultations que nous avons eues. Comme le docteur Zuriel a dit, il y a également de plus en plus de preuves que ces vulnérabilités ne sont pas indépendantes, bien sûr. Nous avons besoin des interventions et des paquets d'interventions qui soient intéressants financièrement, notamment qui prennent en compte l'ensemble des aspects du bien-être des adolescents et des adolescentes. Cela leur permettra non pas uniquement de survivre, mais de se développer pleinement. Ils étaient les figures d'avant-proue des mouvements pour mettre fin aux inégalités, aux discriminations et pour l'écologie. Ce sont des acteurs clés. Nous devons investir les ressources et nos efforts pour qu'ils soient de véritables acteurs de changement. Et il nous faut des programmes, des politiques au service du bien-être des adolescents. Ce n'est pas simplement un don. Non, c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent et utile. Merci. À nouveau, Mona, je renouvelle tous mes remerciements. Merci de nous rappeler l'importance de cette approche fondée sur les droits, surtout lorsque l'on parle du bien-être des adolescents. J'aimerais maintenant donner la parole à Joanna Reinhardt, étant donné les conséquences de la COVID-19 sur l'éducation des adolescents et des jeunes à travers le monde, et surtout la manière dont la COVID-19 a engrangé des fermetures et des réouvertures a une incidence sur le secteur de l'éducation. Comment est-ce qu'on a pu donner une protection, un soutien à la communauté? Comment, selon vous, nous pouvons bénéficier de ce partenariat multisectoriel, y compris pour les jeunes et les décideurs? Merci beaucoup. C'est très intéressant d'entendre la manière dont les précédentes oratrices ont pu articuler des idées qui sont finalement similaires, et nous sommes tout à fait en ligne. Pour ce qui est des recommandations du rapport, cette société de l'approche qui englobe toute la société, tout le monde politique, et pour ce qui est des implications. Nous voulons nous assurer que le secteur de l'éducation fait tout ce qu'elle peut, et puis entre en relation avec les autres secteurs aussi. La pandémie a fermé les écoles à travers le monde, bien nous le savons. Ça a été une perturbation pour 1,6 million d'écoliers et d'écolières. Nous savons que 24 millions d'étudiants supplémentaires sont victimes de ces perturbations, et nous devons savoir que faire et pouvoir les protéger. Mais l'une des conséquences à court terme de ces fermetures est bien sûr que cela perturbe l'apprentissage. Nous connaissons tous des étudiants qui n'ont pas pu avoir accès à un cours normal au cours des dernières années. C'est une source de stress, et cela pourra avoir une incidence directe sur leur avenir, sur leur perspective d'avenir. Mais cela a aussi perturbé les accès aux services de nutrition. Plus de 300 millions d'adolescents dans des centaines de pays n'ont pas accès à un repas, le repas qui était donné à l'école. Et puis, il y a aussi une plus grande exposition à la violence et à l'exploitation. Et puis, il y a une isolation sociale dont les jeunes sont victimes et qui des conséquences de premier ordre sur la santé des adolescents. Et voici un peu les grandes lignes pour ce qui est des conséquences. Nous concordons sur le fait que l'impact sur les adolescents est clair. Mais certains adolescents étaient plus victimes que d'autres. Et ce sont les inégalités rampantes qui ont eu le plus d'incidence, et qui ont été accrues dans cette crise de l'éducation. Et il y a encore beaucoup à faire avant que tout
les personnes jeunes puissent rejoindre les bancs de l'école et accès aux services adéquats, et les services sociaux doivent être mobilisés et avoir une approche qui englobe l'ensemble de la société pour être sûr que les adolescents soient des apprenants et qu'ils puissent avoir accès à toutes les perspectives auxquelles ils ont d'ailleurs droit. Dans certains pays, par exemple, qui ont eu les fermetures les plus longues d'écoles, et qui avaient déjà des chiffres assez bas pour ce qui est du nombre d'apprenants, nous savons qu'il y en a certains qui sont plus vulnérables à la fermeture des écoles que d'autres parce qu'ils n'ont plus accès aux services de soutien que l'école fournit bien souvent. Donc, pour ce qui est du rôle crucial du système de l'éducation et du soutien des apprenants et de leur bien-être, je pense que c'est quelque chose de bien plus clair aujourd'hui, que nous comprenons bien mieux, puisque nous leur ramenons l'école au cœur de nos communautés. C'est vraiment un rôle qui lui revient. Donc, il y a beaucoup d'efforts déployés par le secteur pour essayer de protéger, soutenir les adolescents, pousser pour la réouverture, avec notamment donnant des services de nutrition, de santé. On essaye aussi de rattraper le retard d'apprentissage pour que les étudiants puissent passer les examens, pour qu'ils puissent passer simplement à l'année supérieure ou à l'étape suivante de leur parcours d'apprenant. Il y a dès lors une responsabilité d'ampleur qui repose sur les épaules des enseignants, et nous devons le reconnaître aussi. Leur contribution est énorme. Donc, nous pensons que la période de l'après-pandémie nous donne l'occasion d'être plus forts, plus résilients, plus équitables, et d'avoir des systèmes d'éducation renforcés pour modifier notre manière de faire, et nous avons besoin d'une approche multisectorielle. Donc, les conséquences des 2 dernières années en matière de protection sociale ou de santé mentale est là. L'éducation n'est pas le seul secteur qui doit être mobilisé. Nous avons besoin d'interaction avec les systèmes de protection, systèmes de santé, etc. Voici l'approche multisectorielle dont on parle. Donc, il y a des réunions, il y a beaucoup de coordination à l'échelle locale, régionale. Il y a des écoles d'infirmières qui entrent en communication avec les services sociaux, qui essayent de parler des questions de malnutrition, de santé, de problèmes de bien-être chez les jeunes, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de détails que nous devons comprendre. Mais fondamentalement, nous devons nous assurer que les jeunes soient entendus. C'est vraiment le message clé qui ressort de nos consultations. Et pendant la pandémie, par exemple, dans notre cas, nous avons interagi avec des adolescents et nous nous sommes rendus compte des difficultés auxquelles sont confrontés certains adolescents, notamment. Ce n'est que par ces consultations que nous nous sommes rendus compte que les jeunes LGBTI étaient confrontés à des difficultés bien plus complexes pour ce qui est de manque de protection. Donc, sans consulter les jeunes, nous ne l'aurions pas su, donc on aurait raté ces questions-là. Donc, il faut vraiment leur poser ces questions. Nous devons tout faire pour bien comprendre ce qu'il se passe dans leur réalité, mobiliser les adolescents et surtout mettre en place cet environnement, ce cadre de protection dont ils ont besoin. Voici ce dont nous devons nous saisir. Merci. Merci infiniment, Johanna, et vous avez vraiment révélé à quel point il est important de relever ces défis, résoudre les inégalités avec une analyse intersectionnelle, mais aussi une approche multisectorielle. Je vous remercie d'avoir également révélé à quel point ces défis sont complexes, difficiles. Et il faut pouvoir mobiliser l'ensemble des partenaires, avoir une approche qui englobe l'ensemble du gouvernement afin de nous assurer que nous protégeons le bien-être des adolescents et des adolescentes. Alors, Hello, c'est à vous. En entendant celle qui vous a précédé, en quoi ce forum de la jeunesse permettrait de mettre en œuvre certaines des recommandations du rapport. Merci. Une des choses qui ressort de ce rapport de résumé, c'est que nous avons besoin d'une collaboration multisectorielle afin d'atteindre nos objectifs pour améliorer le bien-être des jeunes. Vous l'avez mentionné, malheureusement, la connexion n'est pas optimale. Il va falloir rassembler différents acteurs qui devront unir leurs faces. Ce forum sera le premier rassemblement international qui se concentre sur la question du bien-être des adolescents. C'est un rassemblement des partenaires. Et le fait qu'il ait lieu, c'est déjà une réussite. Ce forum sera un catalyseur d'une collaboration multisectorielle dont nous avons besoin, avec une plus grande collaboration afin d'atteindre de meilleurs résultats.
le plus important est que nous puissions un peu galvaniser les différents acteurs, renforcer la mobilisation des jeunes, demander un engagement politique pour améliorer leur bien-être. Et la liste des participants est d'ailleurs très diverse, différentes organisations, des ministères, des gouverneurs, des organisations de la société civile, des universitaires, etc., afin qu'il y ait des recommandations politiques qui contextualisent l'état de santé et de bien-être des adolescents. Nous savons qu'il y a beaucoup qui a été fait pour essayer de rassembler les faits probants, pour bien comprendre quelle est la réalité. Nous avons eu et aussi l'orientation technique de l'équipe de l'OMS, entre autres partenaires. En concentrant l'attention, nous avons sur l'état de 1,2 million d'adolescents, nous allons demander qu'il y ait plus de ressources financières, politiques et de services pour améliorer le bien-être des adolescents. Nous allons nous intéresser aux besoins généraux des adolescents, quel que soit leur aspect, l'éducation, la santé, le travail, santé mentale, physique et la sécurité. Et grâce à ce sommet du G20 et des ODD, cela relève d'un mouvement plus vaste avec les différentes parties prenantes. Si nous y arrivons, ce sera là le point de départ d'une volonté politique et d'action à long terme à l'horizon 2030 pour améliorer le bien-être des adolescents. L'année dernière, nous avons eu 8 engagements qui ont été formulés dans le cadre de ce programme 2030. Donc, on attend de voir dans le cadre de ce forum quelles seront les étapes qui seront prises pour qu'il y ait des engagements concrets, solides, en faveur de leur bien-être. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci à tous et toutes pour vos différentes contributions. J'aimerais vous demander de revenir sur une à trois recommandations du rapport. Vous n'aurez qu'une minute, hein, donc il faudra être très bref pour que vous puissiez formuler votre recommandation. Donc, je donne d'abord la parole à Shukti. Merci, Meret. Pour ce qui est des recommandations, qui est plus raisonné pour moi, c'est la mobilisation des adolescents. On doit renforcer leur leadership pour que nous puissions mieux les mobiliser et que nous améliorons les secteurs de la santé et des services. Et qu'on leur donne accès à des services de manière équitable et gratuite. Et que nous résolvons les problèmes d'inégalité entre les sexes, notamment, que ce soit en Inde ou à travers le monde. Enfin, renforcer les capacités des personnes dans les programmes qui viennent d'aide aux adolescents, afin que les adolescents puissent en apprendre davantage, développer leurs compétences, avoir plus de leadership et puissent réellement être des parties prenantes pleines et entières. Je vous remercie. Nous passons à Dr Zoya, vous avez là 1 minute. C'est bref. Comme je l'ai dit, nous avons besoin d'une approche multisectorielle et intégrée qui implique l'ensemble du gouvernement, mais aussi une vision de l'ensemble de la société. Nous devons mobiliser les parents pour améliorer le bien-être des adolescents. Deuxième recommandation, nous avons besoin d'une cartographie régulière des besoins des adolescents de manière bien régulière. 3, mobiliser les adolescents, bien sûr, dans la conception, l'élaboration de politiques et de programmes. Vous ne pourrez jamais répondre aux difficultés des adolescents si nous n'adoptons pas une approche multisectorielle et qui englobe l'ensemble de la société. Et si nous ne relèvons pas l'ensemble de ces défis, nous n'allons pas savoir comment améliorer leur contexte. Nous devons vraiment prendre en compte leur contribution. Je vous remercie. C'est à vous. Merci. C'était effectivement rapide comme l'éclair. Maintenant, à Mona, c'est à vous. Le message clé des rapports des consultations et du partenariat pour la santé de la mère, nouveau-né de l'enfant, c'est que nous avons besoin de jeter des ponts. Nous devons créer des projets qui soient complets, bien sûr, mais aussi qui soient source de transformation pour l'avenir. Merci. Johanna, c'est à vous. Merci.
C'est très difficile, hein, puisqu'elles me semblent toutes importantes, ces recommandations, mais il me semble qu'il est capital d'attirer l'attention sur le bien-être des adolescents dans les plans nationaux. Sans ça, vous n'allez pas mobiliser des ressources ni l'attention sur ces questions, et ni mobiliser les acteurs en charge de cette question à l'échelle nationale. Mais j'aimerais aussi, deuxième peut-être point, j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait qu'il faut améliorer l'information et la formation pour améliorer le bien-être des adolescents. C'est crucial. Nous investissons dans des programmes pour améliorer les compétences des professeurs, hein, et des enseignants. Il y a beaucoup à faire pour ce qui est de l'éducation globale sur la sexualité. Voilà, pour que les enseignants soient confiants dans leur propre travail. Il y a des agents sociaux, de santé également qui peuvent être mobilisés. Donc, il faut vraiment miser sur des systèmes d'information et de formation. C'est crucial. Et c'est là où les enseignants, qui peuvent devenir d'ailleurs nos alliés principaux, ce sont vraiment des personnes clés dans la vie de nos adolescents. Donc, ce sont des partenaires, des personnes de soutien vraiment capitales qu'il faut pouvoir mobiliser également. Merci. Merci infiniment. Et dernière et pas des moindres, Hello, c'est à vous. Merci. Je reprends ce qui a été dit, mais venant de notre organisation, je pense que l'aspect de l'opérationnalisation est le plus important. La mobilisation de l'ensemble des partenaires, des gouvernements, etc. Et lors d'une conférence, on a dit, on nous consulte bien sûr, mais nous ne sommes pas considérés réellement en tant que femmes. Donc, nous devons vraiment entendre les jeunes, les entendre, mobiliser les décideurs et bien comprendre quels sont leurs réels besoins. Sinon, nous allons passer à côté. Merci à vous toutes. Je pense que la recommandation qui prime est vraiment une mobilisation des jeunes et la mobilisation des parties prenantes et le renforcement de leurs capacités. Avant toute chose, je vais passer à la partie préférée de cet événement. C'est une petite activité. Je vais vous demander de penser à ce qui, pour vous, serait le plus important pour mobiliser davantage les jeunes. Vous avez 5 mots pour ce faire. Vous pouvez bien sûr étayer votre réponse. 5 mots, 30 secondes, ce sont les chiffres qui vous sont alloués. 5 mots pour moi. Investissement et mobilisation plus importante auprès des politiques. Il faut que les adolescents puissent mieux éduquer, former et il faut que l'on puisse avoir des politiques qui misent sur eux et permettre aux jeunes de faire partie des prises de décision. Merci. Très bien. Docteur Zoya, à vous. 5 mots. Tout d'abord, soutien du gouvernement. 2, utiliser les technologies. 3, amplifier et entendre la voix des adolescents. 4e, plaidoyer. Et 5, créer des preuves. Voilà, tout cela permettra d'avoir des programmes efficaces. Nous allons pouvoir améliorer les programmes et surtout les exécuter correctement. C'est tout pour moi. Merci. Docteur Mona. Mobiliser, soutenir des politiques pour les adolescents. Et bien sûr, tout ce qui est fait probant et épreuve, ce sont des outils qui sont très importants. Très bien, c'était très bref. Parfait. Johanna. Adolescent ne veut pas dire groupe homogène. Donc, nous avons besoin d'avoir des efforts dédiés à la communication avec les groupes plus particuliers, quel que soit leur emplacement géographique, leur orientation sexuelle, leur genre, etc., quelle que soit la spécificité. Dans le siège de la COVID-19, on l'a vu, ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas pour une autre. Nous avons besoin d'interventions ciblées et je pense que c'est bien la seule manière pour nous d'avoir un système plus résilient, plus inclusif pour les adolescents. Je vous remercie. Intersectionnalité, c'est bien là le mot qui résume le tout. Hello, c'est à vous de nouveau. Merci, Meret.
besoin des adolescents et des investissements durables. Nous avons besoin que les adolescents soient à la tête des programmes et nous avons besoin de plus d'investissements durables pour améliorer la santé des adolescents. Donc, il nous faut des programmes qui fonctionnent à sortie de budget. Merci beaucoup. Leadership, un très bon mot. Difficile de faire la même chose. Je dois moi-même vous proposer mes 5 mots. Je pense que vous l'avez toutes déjà bien dit. Tout a été dit. 5 mots pour ma part, je dirais technologie et médias sociaux. Rencontrer les adolescents où ils sont. Première recommandation, mobiliser et autonomiser. 3, équité. Comme on l'a dit, c'est important de pouvoir avoir cette vision intersectionnelle et vraiment adapter nos interventions. 4e, ne laisser personne pour compte. C'est important d'avoir la CSU pour le bien-être des adolescents. Dernier point, les compétences. Il est important de renforcer les capacités des parties prenantes. C'est crucial. Et je veux vraiment insister sur ce mot compétences, pas uniquement pour les jeunes, mais également pour toute personne dans le secteur des soins, de la santé, que je sais, sociaux, voilà, une approche multisectorielle. Voilà, donc c'est là un peu les 5 mots pour ma part. Je vais demander enfin à Hélène Foxter, directeur exécutif du partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, PMNCH. Merci beaucoup, directrice exécutive Helga Fogstad. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Voilà, une manifestation parallèle de ce forum de la jeunesse du Conseil économique et social, pour promouvoir le bien-être des adolescents, pour garantir notre avenir. Merci d'être présent, merci de votre engagement auprès des adolescents et d'en faire voilà, c'est une population clé qui a été pourtant mise de côté dans les cadres des ODD. Et ce forum de la jeunesse est une occasion unique qui nous permet de vraiment rappeler que les des jeunes sont une priorité en amont du prochain sommet des ODD en 2023. Au sein de notre partenariat, ce qui est crucial, c'est de œuvrer en partenariat avec d'autres partenaires qui nous permettent d'atteindre les différents ODD. Nous sommes un groupe très vivant. Hein. Nous regroupons plus de 120 partenaires avec des jeunes aux différentes échelles. Et nous avons une déclaration mondiale pour que nous puissions avoir une meilleure mobilisation des jeunes. Nous avons aujourd'hui publié le rapport des consultations avec nos différents partenaires pour promouvoir le bien-être des adolescents. Il révèle l'importance de ce thème et on voit différents acteurs qui se concentrent parfois uniquement sur leur domaine d'expertise et oublient la vision globale et qui est l'objectif final est finalement de respecter les droits des adolescents et veiller à leur protection. Et cela doit changer. Nous savons le pouvoir qu'ont les jeunes. C'est peut-être la ressource la plus intacte, peut-être la plus cruciale dont nous disposons. Des jeunes, tellement de jeunes sont les figures de proue de ces mouvements de changement actuels. Mais nous avons besoin d'une opportunité et de moyens nécessaires. Nous savons que les jeunes à travers le monde se rassemblent et demandent que des actions, des mesures soient prises pour eux. Nous devons faire bien plus pour demander les différents appels à l'action pour les adolescents, mais aussi les actions nationales et régionales. En réponse à cela, le partenariat, l'OMS et le groupe des l'OMS H6+, appelle à l'exécution et l'application des différentes recommandations. Nous allons également avoir un forum mondial de la jeunesse en 2023 en amont des sommets des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous allons appeler à des actions concrètes, un programme intégré et aussi une amélioration globale du bien-être des
adolescents. Nous avons élaboré une feuille de route qui met en avant toutes les occasions qui sont devant nous pour agir à 3 différents niveaux, avec des réunions au niveau des Nations Unies, des événements sous l'égide du partenariat PMNCH. Et vous les voyez à l'écran, d'autres événements avec les partenaires. Nous encourageons les jeunes à rejoindre cette campagne des adolescents 2023 afin que vos voix soient entendues en amont du Forum de la jeunesse en octobre 2023. Il y a différentes ressources qui ont été élaborées pour que nous puissions progresser dans la réalisation de ce programme. Vous le voyez à l'écran. Ensemble, nous voulons un partenariat équitable pour un monde plus équitable et plus inclusif pour les jeunes, cette future génération. Merci et j'espère vous retrouver très prochainement. Merci infiniment pour vos remarques conclusives. Waouh, c'était vraiment une discussion très motivante, très stimulante. Je remercie l'ensemble des experts pour leurs informations et merci au partenariat à l'OMS, ONU Femmes, ONU-SIDA, FNUAP, UNICEF, le PAM et le groupe des Nations Unies pour les jeunes et les adolescents. C'était vraiment un événement très motivant et vraiment, j'espère que cela vous a motivé à agir pour les adolescents et les jeunes, pour celles et ceux qui veulent rejoindre cette voie de transformation. Votre voix, vos actions comptent. Toute étape, petite ou grande soit-elle, est une étape vers le progrès, une étape qui nous permettra de ne laisser personne pour compte. Et c'est ainsi que nous allons atteindre ce grand objectif. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente journée.